Une femme est assise dans une chambre obscure sous le temple d'Apollon. Des vapeurs suaves s'élèvent d'une fissure dans le sol. Ses yeux se révulsent. Son corps tremble. Lorsqu'elle s'exprime, sa voix appartient à un dieu. Pendant près de 2000 ans, d'environ 1400 avant Jésus-Christ à 393 après Jésus-Christ, la Pythie de Delphes délivre des prophéties qui façonnent le destin des nations. Des rois attendent des mois pour une audience. Des généraux refusent de marcher sans sa bénédiction. Le monde antique s'incline devant une seule prêtresse. L'oracle s'exprime par énigme. Ces paroles peuvent signifier la victoire ou la ruine. Selon l'interprétation, Crésus, roi de Lydie, lui demande s'il doit attaquer la Perse. L'oracle répond que s'il traverse le fleuve, un grand empire s'effondrera. Crésus attaque. Un empire s'effondre. Son propre empire. La prophétie était vraie, mais pas de la manière qu'il l'espérait. C'est là toute la puissance de Delphes. C'est pourquoi les empereurs tremblent devant une femme qui respire une fumée sacrée. Delphes se situe sur les pentes du mont Parnasse, au centre de la Grèce. Les anciens Grecs croient que cet endroit marque le centre du monde. Selon la légende, Zeus lâche 2 aigles aux 2 extrémités de la terre. Ils se rejoignent à Delphes. Les Grecs y placent une pierre appelée l'omphalos pour marquer le nombril du monde. Cette géographie sacrée confère à Delphes une autorité religieuse inégalée. Aucun autre oracle ne commande un tel respect. Le site appartient à Apollon, dieu de la prophétie, de la musique et de la lumière. La mythologie grecque raconte qu'Apollon tua un serpent géant nommé Pythou en ce lieu. Le serpent gardait un ancien oracle de la terre. Apollon revendique le sanctuaire et établit sa propre tradition prophétique. La prêtresse qui parle en son nom prend le nom de Pythie en l'honneur du serpent vaincu. Elle devient la voix du dieu sur terre. L'oracle opère au sein d'une institution religieuse complexe. Le temple d'Apollon domine le sanctuaire. Des prêtres gèrent les opérations quotidiennes, interprètent les prophéties et perçoivent des taxes substantielles. Des cités riches et des rois bâtissent des trésors le long de la voie sacrée pour y entreposer leur offrande. Delphes devient incroyablement riche grâce à des siècles de présents. L'or, l'argent et les œuvres d'art précieuses remplissent le sanctuaire. L'oracle combine autorité spirituelle et immense puissance économique. La Pythie elle-même est issue de la population locale. Durant les premiers siècles, elle doit être une jeune vierge. Plus tard, des femmes plus âgées servent comme prêtresses. Elle mène une vie pure, séparée de la société normale. Le 7e jour de chaque mois, elle entre dans la chambre la plus secrète, appelée l'Aditon. Elle s'assoit sur un trépied positionné au-dessus d'une faille dans la roche. Des vapeurs à l'odeur sucrée s'élèvent autour d'elle. Elle entre en état de transe. Les demandeurs viennent de tout le monde méditerranéen. Ils doivent se purifier avant de s'approcher. Ils sacrifient des animaux et paient des taxes selon leur rang. Une chèvre est aspergée d'eau froide. Si elle tremble, l'oracle parlera ce jour-là. Sinon, les demandeurs doivent revenir une autre fois. Ceux qui ont la chance de recevoir une audience descendent dans le temple. Ils ne peuvent pas voir la Pythie directement. Ils entendent seulement sa voix s'élever des ténèbres. L'oracle livre ses réponses sous diverses formes. Parfois, elle parle clairement. Plus souvent, ces mots jaillissent en paroles frénétiques que les prêtres doivent interpréter. Ces interprétations prennent fréquemment la forme de vers en hexamètres. Son ambiguïté est célèbre. L'oracle donne rarement des réponses directes. Ces prophéties peuvent être lues de multiples façons. Cela protège sa réputation quels que soient les résultats. Si les événements tournent différemment que prévu, c'est que le demandeur a simplement mal compris. L'influence politique de Delphes atteint chaque recoin du monde grec. Les cités-États consultent l'oracle avant de fonder des colonies. Elles l'interrogent sur les lois, les questions religieuses et les campagnes militaires. L'oracle joue un rôle crucial durant les guerres médiques. Quand Athènes demande comment survivre à l'invasion perse en 480 avant Jésus-Christ, la Pythie leur dit de placer leur confiance dans des remparts de bois. Certains y voient les murs de la ville, d'autres y voient la flotte athénienne. Les Athéniens choisissent de faire confiance à leurs navires. À la bataille de Salamine, la marine grecque détruit la flotte perse dans des eaux étroites. Les remparts de bois des trirèmes athéniennes sauvent la Grèce.
La réputation de l'oracle s'envole. Elle a prévu le salut de la civilisation grecque. Que ce soit par une connaissance divine ou par un calcul politique habile, la Pythie a soutenu le camp des vainqueurs. Son influence après les guerres médiques devient encore plus grande qu'auparavant. Philippe de Macédoine et son fils Alexandre consultent tous deux l'oracle. Alexandre se rend à Delphes avant sa campagne contre la Perse. La Pythie refuse initialement de prophétiser, car il arrive un jour néfaste. Alexandre la traîne de force vers le temple. Elle s'écrie alors qu'il est invincible. Alexandre s'arrête. Il tient sa prophétie. Il n'a besoin de rien d'autre. Que l'histoire soit vraie ou légendaire, elle démontre comment même le plus grand des conquérants recherche la bénédiction de l'oracle. Les Romains héritent du respect des Grecs pour Delphes. Des généraux et empereurs romains font des pèlerinages ou sanctuaires. Néron s'y rend et emporte, dit-on, 500 statues de bronze. L'empereur Julien tente de faire revivre l'oracle au IVe siècle après Jésus-Christ. La Pythie délivre une ultime prophétie déclarant qu'Apollon n'a plus de demeure et que la source sacrée s'est tue. En 393 après Jésus-Christ, l'empereur chrétien Théodose ferme définitivement le sanctuaire. La science modèle offre des explications aux états de transe de l'oracle. Des relevés géologiques révèlent que 2 lignes de failles s'entrecroisent sous le temple d'Apollon. Ces failles permettaient à des gaz de remonter des profondeurs de la Terre. Des chercheurs ont identifié des traces d'éthylène, un gaz à l'odeur sucrée, capable de produire des états de transe euphoriques. Les récits anciens mentionnant des odeurs suaves et une conscience altérée correspondent aux effets d'une exposition modérée à l'éthylène. La géologie confirme les témoignages antiques. La Pythie inhalait probablement des vapeurs intoxicantes qui altéraient son état mental. Mais cela n'explique pas entièrement le succès de l'oracle. Une femme droguée débitant des absurdités n'aurait pas conservé son influence pendant 2000 ans. L'institution de Delphes combinait plusieurs facteurs. Les prêtres qui interprétaient ces paroles étaient des analystes sophistiqués. Ils collectaient des informations auprès des pèlerins. Ils comprenaient la politique grecque. Ils forgeaient des réponses qui pouvaient s'avérer justes, quel que soit le dénouement. Delphes fonctionnait comme un centre de renseignement. Des pèlerins de chaque cité grecque s'y rendaient régulièrement. Ils apportaient des nouvelles, des rumeurs et des informations politiques. Les prêtres accumulaient des connaissances sur les conflits, les ressources et les intentions à travers toute la Méditerranée. Lorsqu'un roi interrogeait sur la guerre, les prêtres de l'oracle connaissaient déjà la situation militaire. Leurs prophéties reflétaient une analyse éclairée déguisée en révélation divine. La nature ambiguë des prophéties servait plusieurs objectifs. Elle protégeait l'oracle contre toute preuve d'erreur. Elle forçait les demandeurs à réfléchir soigneusement à leurs questions et à leur situation. Le processus de consultation de l'oracle aidait souvent les dirigeants à clarifier leur propre tête. Le voyage vers Delphes, les rituels, l'attente et l'interprétation créaient un espace de réflexion. L'oracle fournissait un cadre de prise de décision autant qu'un conseil spécifique. Certaines prophéties font preuve d'une exactitude remarquable qui dépasse la simple ambiguïté habile. L'oracle prédit l'ascension de la Macédoine avant que Philippe n'assoie son pouvoir. Elle prévoit la domination romaine sur la Méditerranée. Peut-être les prêtres possédaient-elles une réelle finesse d'analyse. Peut-être certaines prophéties ont-elles été ajustées après coup par des écrivains anciens. Peut-être le hasard explique-t-il les prédictions les plus frappantes. La vérité repose enfouie sous 2000 ans de légendes et d'interprétations. L'influence de l'oracle sur la colonisation grecque a façonné le monde méditerranéen. Des cités, de Syracuse à Byzance, furent fondées sur les conseils de l'oracle. La Pythie orientait l'expansion grecque, choisissant les lieux et bénissant les entreprises. Sans les conseils de Delphes, le schéma de peuplement grec se serait peut-être développé différemment. L'oracle a aidé à coordonner la civilisation grecque durant la période archaïque, alors qu'aucune unité politique n'existait. L'autorité religieuse de Delphes limitait également les conflits entre Grecs. Le sanctuaire déclarait des trêves sacrées pour les grands festivals. Les cités qui violaient ces trêves s'exposaient à des sanctions religieuses. Delphes établissait des règles pour la guerre et la conduite à tenir. Les prêtres servaient de médiateurs dans les disputes entre cités. Dans un paysage politique fragmenté, l'oracle offrait un centre religieux unificateur. Elle ne pouvait empêcher les guerres grecques, mais elle en modérait les pires excès. La chute de l'oracle reflète les transformations plus vastes du monde antique. La montée du christianisme a remplacé la religion polythéiste.
L'Empire romain a centralisé le pouvoir et réduit l'indépendance des institutions locales. Le rationalisme philosophique a remis en question la validité de la prophétie divine. Le déclin économique a réduit le flux d'offrandes vers Delphes. Au IVe siècle après Jésus-Christ, le sanctuaire avait perdu l'essentiel de sa richesse et de son influence passée. Les fouilles archéologiques, menées depuis le XIXe siècle, ont révélé beaucoup de choses sur le cadre physique de l'oracle. Des archéologues français ont mis au jour le temple d'Apollon, les trésors, le théâtre et le stade. Ils ont trouvé des inscriptions recensant des milliers de décrets et de dédicaces. Ces découvertes ont confirmé de nombreux récits anciens tout en soulevant de nouvelles questions. L'emplacement exact de l'Aditon et de la faille prophétique reste débattu parmi les chercheurs. L'oracle de Delphes représente quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Les gens cherchent une direction face à des décisions difficiles. Ils veulent croire que quelqu'un, quelque part, connaît l'avenir. La Pythie a comblé ce besoin pour le monde méditerranéen antique. Ses successeurs incluent des prophètes, des voyants et des analystes qui prétendent détenir une vision spéciale des événements à venir. Le désir de connaître l'avenir ne disparaît jamais de la culture humaine. Pendant près de 2000 ans, une femme dans une chambre obscure a façonné le monde antique. Les rois comme les paysans croyaient qu'elle parlait au nom des dieux. La science moderne explique les vapeurs. Le cynisme moderne doute des prophéties. Pourtant, l'influence de Delphes reste indéniable. L'oracle a guidé la colonisation, influencé les guerres et offert un centre à la vie religieuse grecque. Ces paroles, prononcées en transe et interprétées par des prêtres, ont changé le cours de l'histoire. Les ruines de Delphes se dressent toujours sur le mont Parnasse. Les touristes parcourent la voie sacrée, là où les rois montaient autrefois. Ils voient le théâtre, les fondations du temple, les trésors de cités disparus depuis longtemps. L'oracle ne parle plus. Les vapeurs ne s'élèvent plus. Mais les questions que les humains posaient à Delphes n'ont jamais changé. Que réserve l'avenir? Que devons-nous faire? La Pythie a donné des réponses qui ont satisfait le monde antique. Nous cherchons encore des réponses aujourd'hui.